Silence! Silence! Seules les personnes les plus influentes ont été invitées et pourtant la salle est pleine à craquer. Entre les nobles, les bourgeois, les membres de l'équipage, les représentants des guildes et les maisons divines, ça fait du monde. La salle peut normalement accueillir une centaine de Midgardiens, mais ils sont presque 200 à venir voir l'événement. Tous sont debout et se bousculent impatiemment. Au fond de la pièce, perchés sur une estrade, les capitaines Arika Atsuyo et Granerg des Sombres Flots président. Et ils ont à leur côté les 5 pierres étoilées. À droite de la pièce, enchaîné et sous bonne garde, Atsutoshi Haru est stoïque. Il attend dignement. Notre groupe, bien que soigné et présentable, est toujours épuisé. La nuit a été très courte et ils ont beaucoup discuté. Ils sont assis, Ular et Elias devant, Raylork un peu au milieu, Shinsu et Ross, eux, sont à l'arrière sur des sièges adossés au mur. Après avoir été récupéré par les autorités, le second Atsutoshi Haru a été interrogé et très malmené. Elias est resté éveillé toute la nuit pour éviter les excès. Elle a d'ailleurs dû retenir à plusieurs reprises le capitaine Granerg qui allait beaucoup trop loin. Et dès le lendemain matin, à 8h précises, le procès commence. Oui, vous pouvez le dire, à Midgard, la justice est expéditive. Je dirais qu'il y a des avantages comme des inconvénients à cela. Pendant presque une heure, Arika Atsuyo va lire les accusations et énumérer les dégâts causés par l'infâme machination. Et tout cela avait donc pour but d'handicaper le Léviathan et ainsi nous imposer un retour en arrière. L'objectif était de nous forcer à nous arrêter sur le territoire d'Albion pour rejoindre la première offensive. Vos hommes et vous avez comploté contre la décision de nos rois. Vous avez trahi notre peuple. Vous avez trahi Midgard. L'accusé Atsutoshi Haru garde la tête haute, et il ose même répondre. Ceci n'est qu'une question de point de vue. Silence! Ségosi, Granerg des Sombres Flots. Le nain est à fleur de peau. Pour lui, c'est impardonnable. Atsutoshi était censé être sous ses ordres, alors qu'il était officiellement son second, il l'a complètement manipulé. Le capitaine Arika Atsuyo reprend. Au regard des chefs d'accusation, la sentence est simple. La mort. Vous et vos hommes êtes donc condamnés à la planche, au milieu de l'océan infini. Ilyes remarque pour la première fois une réaction sur le visage du coupable. Atsutoshi Haru se crispe. Mes hommes sont innocents, ils n'ont fait que suivre mes ordres. Et ils n'avaient pas le choix. Vous savez comment cela fonctionne, Arika. Sans un mot, Granerg jette un couteau. Et sa lame se plante dans l'épaule du Frostalf. Le nain était à 6 mètres, et malgré son œil borgne, il a parfaitement touché sa cible. Personne ne réagit vraiment à cela dans l'assemblée. Midgard reste une terre de violence. Ular se lève. Si je puis me permettre, cher capitaine. Arika Atsuyo lui fait signe d'avancer. Eh bien... c'est délicat, mais vous n'avez pas votre mot à dire, en fait. Ular est prêt à esquiver un couteau, mais le nain fulminant l'écoute attentivement. Ilyes se redresse et enchaîne. Atsutoshi Haru a été arrêté par notre groupe. C'est donc légalement à nous de rendre le jugement. Foutaise! Hurle le nain. Le capitaine Frostalf, lui, a une réaction plus soutenue. Nous sommes les maîtres de ce bateau. Tout ce qui s'y passe est sous notre juridiction. Ular et Ilyes sont face au capitaine qui les surplombe, ils ont la foule dans leur dos et les gens derrière s'inquiètent de plus en plus. Ular Valohem s'incline. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes les maîtres de ce bateau. La tête penchée, Ular sourit. Ilyes est toujours droite et poursuit. Mais nous n'étions pas dans ce bateau quand il a été capturé. Ular relève la tête, il jette ses cheveux en arrière. Des hommes et des femmes gémissent en le voyant faire. Le Skald se retourne vers la foule et leur fait un sourire ravageur. Nos lois sont assez simples. Une guilde d'or s'occupe du jugement quand elle capture le malfrat, peu importe les méfaits. Et oui, vous avez raison, il y a aussi les lois quant à la juridiction. Mais en l'espèce, nous étions sur le territoire d'Atsutoshi Haru au moment de l'arrestation. Ular avance et termine face à l'accusé. Il parle un peu plus bas. Au début, je ne comprenais pas la raison de cette fuite. Je l'ai trouvé lâche et sans jugement. Il n'avait aucune chance d'échapper au Léviathan. Mais maintenant, je sais pourquoi. Le Skald parle encore plus bas. Vous saviez que vous n'aviez aucune chance de survie avec eux. Et vous vous êtes dit que nous serions possiblement plus cléments. L'accusé répond à Ular. Je me fiche de mon sort. Mais ceux qui m'ont servi l'ont fait pour Midgard. Nous sommes tous ici pour Midgard. Nous avons seulement une vision différente de ce qui importe pour notre peuple. Une fois que j'aurai disparu, ils ne seront plus jamais une nuisance. Sachez que si je viens à mourir, rien ne se passera. Mais si mes hommes viennent à tomber, tous mes suivants n'ont pas été trouvés. Et ils ont ordre dans ce cas de tout saccager. Vous aurez le droit à une mutinerie avec des adversaires qui connaissent le terrain. Raylork Gratex se lève d'un coup. Cessez vos menaces! Vous n'arrangez rien! Le hurlement du troll résonne dans la pièce, et certains ont légèrement uriné dans leurs pantalons en satin. Ilyes reprend la main.
Elle fait toujours face au capitaine. De par nos lois, vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Il n'est d'ailleurs techniquement même pas votre subordonné. Même si officiellement il est second, nous savons tous que ce n'est qu'apparat. Ce n'est qu'un symbole, capitaine des sombres flots. Techniquement, il est comme vous, sous les ordres directs des rois. La foule est de plus en plus bruyante. Granerk est rouge de colère et se venge en frappant du marteau pour les faire taire. Silence! Silence! En plus des jeux de manches, il fait des jeux de jambes. Ular s'élance avant que le capitaine Atsuyo reprenne la parole. Et avec un soupçon d'illusion, il fait briller ses cheveux dorés. Nombreuses ont été les exactions commises pour la gloire de Midgard. Mais même quand un héros avait ses torts, quand il s'agit de rendre un jugement, l'histoire prouve bien qu'on a toujours mis le patriotisme avant la vendetta. Il est certain que le second Atsutoshi Haru n'est qu'un pion dans une bien plus grande machination, une guerre politique entre nos grands dirigeants. Ilyes profite de son élan. Elle regarde l'accusé et fait un pas en avant. Que ce soit la Valkyrie ou le Skald, les deux font exprès d'empêcher qui que ce soit de parler. Et pour un œil expérimenté, c'est un délice à regarder. Les 2 membres de l'équipage qui ont été assassinés, c'est vous qui l'avez commandité. L'accusé fixe Ilyes et son épée. Oui. Des exclamations dans la salle. Pourquoi? À tour de rôle, ils ont remis en question le sens de leur mission. Ils doutaient. Et je ne pouvais pas prendre le risque de les voir compromettre notre organisation. Redork parle depuis sa chaise avec sa voix caverneuse. Et c'était donc à cause d'eux que vous avez eu du retard sur votre plan. Atsutoshi Haru s'étonne de cette réflexion. C'est exact. Mais comment le savez-vous? Nous sommes déjà à 2 semaines des Côtes d'Albion d'après les cartes que j'ai vues chez vous. Ça commence à faire loin si vous voulez créer une avarie. Ilyes Ravanor se tourne vers l'assemblée. Céleste dans son dos commence à s'illuminer. Atsutoshi Haru avait donc des suivants fidèles. Mais comme vous venez de l'entendre, ils étaient prisonniers. Ils ne pouvaient plus sortir de cette machination sans perdre la vie ou la raison. La Valkyrie se retourne vers les capitaines. Si vous emprisonnez ou exécutez ces matelots, vous risquez de manquer de personnel formé pour manœuvrer. Puis elle tourne son regard vers Ular. Le Skald acquiesce. Elle veut l'accord du groupe avant d'annoncer la sentence. Elle se retourne ensuite vers Relork, puis Ross. Ils approuvent aussi. Shinsu Tensei ne la regarde pas. Ses yeux sont braqués sur la foule. Il est inquiétant et impatient. Elle prend ça pour un oui. Elle la laisse lancer, mais elle fait signe à Ular, qui prend sa place volontiers. Ilyes sait que son sang de dragon aime parler. Mais Ular en profite pour poser une question personnelle. Avant d'annoncer la sentence... Le Skald observe avec attention les regards noirs des 2 capitaines. Et il n'est pas le seul. Tout le public est en train de le dévisager, mais les 2 dirigeants semblent accepter la perte de leur autorité. Cependant, il est facile de deviner qu'en fonction de la sentence annoncée, les choses pourraient dégénérer. Ular se retourne abruptement vers l'accusé. Avez-vous autre chose à nous dire? Quelque chose à nous donner pour réduire votre peine? Une information qui pourrait nous aider à remonter plus haut, dans les maillons de la chaîne. Sachez que je préférerais mourir plutôt que de les trahir. De plus, si vous cherchez à m'envoûter... Oui, je sais. Vous y résisterez. Relork, toujours depuis sa chaise. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils vous ont choisi, n'est-ce pas? Un mage puissant, fidèle et intelligent. Dans ce genre de situation publique, il faut toujours s'imaginer Ilyes et Ular en avant, avec parfois Relork sur le côté. Ross, lui, est à l'arrière, il est pour ainsi dire toujours aux aguets. Shinsu Tensei, de son côté, est toujours ennuyé. Il est presque dans les ombres, assis sur une chaise en équilibre. Mais à l'instar de Ross, il est toujours prêt à bondir. Et il faut même avouer qu'il attend n'importe quelle opportunité. Pour le public présent, et surtout pour ceux qui savent regarder, les Pierres Étoilées sont déjà un groupe très soudé. Ils parlent d'une seule voix malgré leurs différences. Ils sont déjà dans cette symbiose connue des grands groupes midgardiens, complémentaires et solidaires. Durant les grandes batailles contre Albion et Hibernia, Midgard est toujours en infériorité numérique. Et c'est justement ce genre de groupe qui fait toute la différence. Un rapide mouvement, la cape au vent, Ular est envoûtant. Pour les dégâts occasionnés, qu'ils soient techniques ou physiques, nous allons réquisitionner le bateau de la glace de l'Aube et toutes ses possessions, et ainsi l'argent qui sera récupéré servira à dédommager les dégâts infligés. Céleste s'illumine, elle magnifie sa porteuse en la rendant lumineuse. Pour les vies qui ont été prises, nous trouverons les tueurs cachés au sein des guildes noires. Pour celles qui ont été perdues pendant les explosions, elles seront considérées comme des pertes en temps de guerre. Les proches et les familles pourront donc être dédommagés et ils seront aidés comme convenu par nos amendements. Pour les suivants d'Atsutoshi Haru en lien avec ce complot, s'ils ne sont pas soldats ou matelots, ils seront enfermés jusqu'à notre arrivée en Atlantide. Puis ils seront abandonnés à la première île que nous croiserons. Pour les autres, ceux nécessaires au fonctionnement du Léviathan, ils continueront de servir le bateau, mais à la moindre exaction, ils seront exécutés. Et enfin, pour le grand prêtre d'Odin, le second déchu, l'ex-propriétaire de la glace de l'Aube,
Atsutoshi Haru. Tous se regardent. Ular et Elias valident mutuellement ce que le groupe avait décidé. Ce sera l'exil. Et possiblement la mort. Vous serez abandonné ici dans les plus brefs délais, avec seulement une embarcation à votre disposition. Vous êtes un mage puissant et un navigateur célèbre. Vous aurez peut-être une chance. Et si vous restez en vie, vous aurez la joie d'arriver sur Albion. Silence. Pour ne pas perdre la face, les deux capitaines restent un instant à se parler à voix basse. Puis Arika Atsuyo se tourne vers l'assemblée. Nous reprendrons le jugement ce soir. Nous allons étudier votre demande de sentence. Le procès est ajourné. Le cœur battant, Ilyes fait signe à Ular de se rapprocher. Bravo, Ravanor. Bien joué, Valoem. Et ils rejoignent le reste des pierres étoilées. Mais très rapidement, Ilyes constate un problème. Mais par les dieux, où irait l'orque? Ross s'approche. Il est parti en courant pendant que vous rendiez le jugement. Je pensais que tu l'avais vu faire, c'est pas comme s'il était discret. Jisoo rajoute. Il m'a dit qu'il avait un truc important à faire. Ilyes s'énerve, Céleste scintille. Si c'est encore un entraînement pour Bristono, je vais lui faire la peau. Ular fait la moue. Ce n'est pas exactement ça. Je ne l'ai jamais précisé, mais vous l'avez déjà entendu avant la grande bataille navale. Presque tous les jours, il est possible d'entendre dans tout ou partie du Léviathan des annonces à travers des tuyaux en cuivre et en argent. C'est à la fois mécanique et magique. Il y a une sorte de studio d'enregistrement, majoritairement utilisé par l'équipage pour envoyer les communications en lien avec la navigation. Mais il arrive parfois que ce soit utilisé pour d'autres occasions. Et alors que Ilyes Ravanor commence à se calmer, les haut-parleurs cuivrés et argentés se mettent à vibrer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ulmaritina et je vous présente pour la première fois sur nos tuyaux l'émission sportive On brise de tonneau. Je suis donc installé avec le grand et l'unique Kero Kerm, le maître du tonneau. Bien le bonjour, bien le bonjour. Et il est accompagné par son disciple le plus connu, l'un des plus grands champions actuels de brise tonneau, triple champion sur 3 années consécutives, Raylord Dratek de Granit. Salut à tous, et merci de nous avoir invités, Ulmaritina. Alors dites-moi, après plus d'un mois à naviguer et à tout organiser, pensez-vous que nous sommes enfin prêts à faire ce championnat flottant? On est plus que prêts. Ça va être le fameux. Et d'ailleurs, je félicite chaleureusement les constructeurs de talent, notamment la Guilde d'Ivoire. Ils ont fait un travail formidable. On avait peur que le public soit un peu trop limité, mais là, il va y avoir de la place pour en profiter. Grand maître du tonneau, pouvez-vous nous expliquer le prix de l'entrée des billets? On a bien réfléchi. Les billets vont servir à financer les différents prix, mais aussi ils vont permettre d'organiser les spectacles qui seront présentés avant et après les matchs. Chaque affrontement sera une petite célébration dans le Léviathan. Et vous avez prévu de la place pour toutes les classes, c'est bien ça? Eh bien oui, j'ai insisté pour que toutes les parties du Léviathan puissent venir regarder et savourer cet événement. On a fait les choses intelligemment. On a prévu le nombre de places en fonction de la proportionnalité des habitants du Léviathan. Il y a donc une grande partie des places pour la 3e classe, et les billets seront aussi bien moins chers. Y a-t-il des réductions pour les membres de l'équipage? Pas vraiment, mais ils auront tous une place attitrée. C'est une organisation qui aura lieu en interne, mais on va faire en sorte que tous puissent en profiter. Incroyable, incroyable! Cher Raylord Dratek, merci d'être venu malgré vos obligations actuelles, et je tiens à vous dire personnellement que vous avez toute ma reconnaissance pour le complot terrible que vous avez déjoué. Non, mais c'est rien. Écoutez, je suis juste venu pour épauler mon coach. Parlons tonneau. Avec vous chez Granit, beaucoup vous voient déjà comme l'équipe à abattre. Il y a quelques joueurs de compétition à bord, mais aucun d'eux n'est membre d'une guilde d'or. En effet, il y a des bons joueurs, et ils parlent de former une équipe sans guilde à proprement parler. Mais c'est encore incertain. J'ai pu m'entraîner avec pas mal de monde, et au final, même si beaucoup des combattants présents ne sont pas des joueurs officiellement, on va avoir droit à de très grands affrontements. Après tout, vous savez, ce sport, c'est juste la guerre avec un tonneau. Ce qui veut dire que dans la mesure où vous avez un groupe entraîné et puissant avec qui vous savez vous battre, ça suffit amplement. Vous voulez donc dire que les équipes vont plus essayer de s'affronter que de jouer le tonneau? Règle numéro 13, ne jamais se fermer à une opportunité. Bien dit, fils, bien dit. Du 5 contre 5, certains disent que c'est un peu curieux. On aurait pu s'attendre au classique 4 contre 4. Le terrain reste un peu étriqué à l'intérieur du Léviathan. Est-ce en lien avec le groupe des pierres étoilées? Certains disent que c'est un petit peu manipulé, afin d'aider celui que vous entraînez. Quoi? Mais que voulez-vous insinuer? Non, mais coach, je vais répondre. On a fait ce choix en fonction des premières équipes qui se sont présentées. La majorité des groupes qui souhaitaient participer au tournoi étaient 5, voire 6. Mais 6, ça fait beaucoup trop grand. Ça n'a donc rien à voir avec moi. Mais quel toupet! Ce ne sont pas mes dires, grand maître du tonneau.
Je ne fais que relayer les informations. N'oubliez pas que nous sommes en direct. Kirorukerm, avez-vous des conseils quant à la spécificité du terrain? Oui, bien sûr. Déjà, c'est pas toujours qu'on a un terrain intérieur. La hauteur de plafond est de 9 mètres, mais je sais que certaines techniques risquent d'être affectées. Il faut donc s'y préparer. Sachez cependant qu'on a laissé des accès à l'extérieur, si bien que ceux qui manipulent le vent ou la foudre ne devraient pas trop être dérangés. Après, pour le sol, on joue sur 2 planchers. Donc je sais que certaines techniques, notamment celles liées à la terre, risquent d'être un petit peu empêchées. Ce n'est donc pas à oublier. Y a-t-il des risques de passer à travers? Très peu de chance. J'ai demandé à ce que renforce le sol au niveau du terrain. Vous avez pensé à tout, dites-moi. D'autres conseils? Encore une fois, avec le sol, attention à ceux qui sont rapides. Car vous risquez de glisser et de sortir du terrain. On n'est pas sur de la terre battue ou du gazon. Raylord Dratek, pouvez-vous m'en dire plus sur les équipes présentes? Eh bien, presque toutes les guildes d'or sur le bateau sont au rendez-vous. Ruby et Saphir sortent 2 équipes chacune. C'est d'ailleurs la même chez nous. On aura le groupe des plaqueurs et le groupe des pierres étoilées. Après, il y aura Diamant, Basalte. On a même Améthyste et Ivoire qui vont participer. Ensuite, je sais qu'il y a des guildes d'argent qui vont venir, mais malheureusement, je connais pas leur nom. On me dit que la guilde des grands marchands va financer beaucoup des guildes d'argent pour les aider à s'équiper. J'ai en effet vu avec eux pour cela, et c'est un geste noble qui va permettre de voir des petits talents sortir au grand jour. On va sûrement créer 2 ou 3 ligues différentes, mais ça va dépendre du nombre d'inscrits. Et c'est en effet la raison de ce premier rendez-vous. Il ne reste que quelques jours avant la fin des inscriptions. Alors présentez-vous sur le pont Neuf devant la salle polyvalente, avant le coucher du soleil ce soir, pour vous inscrire avec les 5 membres de votre équipe. Pour terminer, une dernière question. Raylord Dratek, avez-vous des craintes contre certaines équipes? On pense évidemment à Diamant, mais aussi aux plaqueurs. Est-il vrai que vous les avez déjà affrontés dans un match? C'était une rapide rencontre sur le terrain de la guilde. Mais, on n'a pas pu vraiment finir le match. Et la guilde de Péridote ne participera pas donc? Eh bien non, ils n'ont pas voulu. Mais n'est-ce pas justement à cause de l'organisation? Pardon? Eh bien, la compétition aurait pu commencer depuis il y a un moment déjà. Certains disent que vous avez fait exprès de reculer l'événement pour que celui que vous entraînez soit libre de ses obligations de police et que justement les gens de Péridote soient trop occupés à prendre la relève des autorités. Pardon? Ce qui fait donc qu'un des groupes les plus puissants du Léviathan est indisposé à jouer librement. Mais quoi? Mais vous insinuez encore que... Que voulez-vous répondre à cela, maître du tonneau? Eh bien que ceux qui racontent ces bobards aillent bien se faire en cul. J'étais donc avec le grand maître Kirorukerm et le champion Raylord Dratek de Granit. Je vous donne rendez-vous dès demain pour On brise le tonneau.